À mon tour de remercier mes confrères et surtout les dirigeants de la Société d'endocrinologie marocaine de m'avoir invité à ce 46e congrès national pour leur parler de la prise en charge chirurgicale des cancers différenciés de la thyroïde. Donc, pour ne pas se répéter, après ma consoeur qui vient de succéder, je vais être bref, parce que concerne les généralités. Alors, il représente le 7e cancer chez l'homme et le 4e chez la femme. Différents types histologiques, ce qui nous intéresse, c'est le papillaire ici, ce qui est le plus fréquent dans 85% des cas. Heureusement que son pronostic est bon, elle reste le meilleur parmi les cancers de notre organisme. Et je veux insister surtout sur la prise en charge qui doit être multidisciplinaire. Alors, à leur tête, l'endocrino, ça marque. Le chef de... Toujours le chef de file de cette équipe, c'est l'endocrinologue, bien sûr, pour bien diriger, pour bien poser les indications. Alors, le carcinome papillaire de la thyroïde, il faut savoir qu'il est lymphophile dans plus de la moitié des cas. Donc, la prise en charge ganglionnaire est une étape très importante dans le traitement de ce cancer. Les indications et le type de curage reste un sujet très controversé jusqu'à présent, en 2023. Toutes les équipes ne sont pas d'accord sur quel curage faire et quand le faire. Alors, c'est un curage qui est très intéressant car d'habitude, il n'y a pas d'influence sur la survie, mais il a d'autres avantages que je vais détailler. Alors, je le répète toujours et j'insiste, la prise en charge doit être multidisciplinaire et l'arsenal thérapeutique est varié. C'est de la chirurgie, c'est de la radiothérapie, c'est de la chimiothérapie, c'est de la radiothérapie. Et un point aussi très important, c'est la surveillance qui doit être stricte et prolongée parce que la survie chez ces malades est très prolongée. Donc, comme je viens de l'entendre tout à l'heure, ça peut aller jusqu'à 30 ans de surveillance. Le diagnostic, je ne vais pas tarder, et les cliniques, échographiques surtout. La cytoponction a un rôle prépondérant, et sans oublier que souvent, on diagnostique ces malades en péropératoire en pratiquant une extemporanée systématique devant quelques stades. Alors, les circonstances de découverte sont découvertes fortuites d'un nodule, c'est souvent le cas. Changement de la consistance d'un nodule connu. C'est l'intérêt d'un examen clinique minutieux de tout coup des malades. Ou bien, au cours de la surveillance d'un goitre diagnostiqué des années auparavant par l'échographie, l'apparition d'une adénopathie cervicale, c'est très alarmant. Rechercher les signes fonctionnels, la dyspnée, la dysphagie, la dysphonie, et savoir aussi que parfois on découvre des cancers de la thyroïde grâce à des signes de métastase osseuse, surtout rachidienne. Il y a des données cliniques et biologiques qui sont indispensables avant la prise en charge de ces cancers, surtout les antécédents personnels, tels que les irradiations de tout genre. Et moi, je travaille dans la clinique Le Marrakech, où il y a un centre de cancérologie, et on voit pas mal de malades atteints de cancer de thyroïde traités par radiothérapie pour cancer du sein surtout, ou bien la larynx. Donc il faut chercher par l'intérieur les antécédents des NEM, en particulier le type 2, les antécédents de chirurgie thyroïdienne et de cytoponction parce que c'est un facteur de difficulté de la prise en charge chirurgicale pour le chirurgien. La TSH, comme Dr Belkacem vient de le dire, c'est le seul élément biologique important. La calcitonine, c'est pour en cas de médulaire. La calcémie, c'est quand on décide de faire la chirurgie. Les données échographiques à connaître et le type d'intervention réalisée de première intention lorsque on reçoit le malade de deuxième main. Ça veut dire qu'il faut savoir quel geste a été réalisé par le confrère qui nous a précédé. Les objectifs du diagnostic et du bilan initial, tout d'abord,
établir le diagnostic de certitude de cancer de la thyroïde pour éviter, comme vient le dire le professeur Kashmi, le risque de la chirurgie, ça veut dire poser le risque à bénéfice. Déterminer le type histologique grâce aux différentes méthodes, surtout la cytoponction, qui a été bien détaillée par notre ami et professeur Guindouz. Je le félicite pour sa présentation. Déterminer le stade de la maladie pour guider la prise en charge. Rechercher la comorbidité et les autres contre-indications thérapeutiques prévues. Et surtout, l'annonce du diagnostic. Bien sûr, comme vous le savez, annoncer le diagnostic d'un cancer, ce n'est pas facile. Même si ce cancer est de bon pronostic, on a une phobie pour annoncer ce type de diagnostic. Les examens complémentaires, c'est l'imagerie, la cytologie, la biologie, c'est l'échographie surtout, la scintigraphie, parfois le PET scan, vous allez me dire pourquoi, mais c'est surtout pour la prise en charge ganglionnaire. La cytologie, c'est les résultats de la cytoponction, mais il faut savoir que la cytoponction, c'est opérateur dépendant, et je précise bien, il n'a de valeur que s'il est positif. La biologie, c'est la TSH. La cytoponction, je ne veux pas être répétitif, donc j'insiste sur le dernier, c'est n'a de valeur que s'il est positif, parce qu'il va bien nous conduire et enlever tout doute dans la prise en charge. Et maintenant, le point qui est le plus important, c'est le choix du traitement. Alors, elle est orientée par de nombreux critères, les données médicales, le type de cancer, le stade, et les facteurs individuels, l'âge, surtout l'âge, l'état général, le sexe, et il ne faut pas oublier le niveau socio-économique de notre population qui doit entrer en vigueur. Alors, les objectifs de la chirurgie, c'est, bien sûr, ils vont permettre de diagnostic de certitude, évaluer le stade avec exactitude, permettre, quand la thyroïdectomie est totale, un traitement complémentaire à l'iode radioactif, parce que c'est en totalisant toute l'exérèse du parenchyme thyroïde qu'on peut instaurer un traitement de l'iode, sinon c'est une efficacité sûre. Et surtout, cette chirurgie, s'il est complète, il diminue le risque de récidive. Alors, les différentes techniques de chirurgie, il y a la lobotomie avec une surveillance clinique et biologique très prolongée. Ce sont les recommandations de l'ATA, l'association de la pathologie thyroïdienne, l'association américaine de la pathologie thyroïdienne. Et le geste le plus pratiqué, c'est la thyroïdectomie totale, chez nous, au Maroc, et c'est un consensus européen, et surtout chez les Asiatiques. Donc la thyroïdectomie totale reste l'arsenal thérapeutique chirurgical le plus important. Et il faut savoir informer les patients. Tous les patients doivent toujours être informés lors de la consultation de la chirurgie initiale. En cas de lobotomie, une réintervention peut être indiquée. Pour totaliser, la thyroïdectomie, c'est l'examen histologique mis en évidence un cancer différencié justifiant un traitement à l'iode radioactif. Ça, c'est très important parce que ça va nous éviter beaucoup de questions. Pourquoi? Alors, éléments qui doivent, une fois opérés, il faut s'acharner et se mettre d'accord avec l'anatopathologiste dans les conclusions de compte rendu d'anapathe. Il faut que le type histologique, la taille, surtout le plus grand diamètre du nodule, l'encapsulation, l'extraction extrathyroïdienne, c'est possible, et les marges chirurgicales, et là, c'est un facteur de pronostic, et stadifier correctement le malade. Ça, c'est... Pardon. Ça, brièvement, c'est le geste concernant la glande thyroïde. Et l'autre problème majeur qui fait beaucoup de discussions, c'est
l'atteinte ganglionnaire. Il faut savoir que l'envahissement ganglionnaire dans les cancers, l'envahissement ganglionnaire des cancers différenciés, on a dit que l'atteinte ganglionnaire, l'envahissement ganglionnaire dans les cancers différenciés de la thyroïde s'observe jusqu'à 90% des cas selon les différentes séries au moment du diagnostic. Donc sa pratique et son étendue continuent à être au cours de plusieurs débats. L'envahissement semble peu influent sur la survie, c'est pas sûr, mais majeure le risque de récidive locorégionale et l'apparition de métastases à distance. Donc, l'étendue de ce curage, l'atteinte de ces ganglions, est un mauvais pronostic. Le ganglion sentinelle a un rôle prépondérant et la technique de picking ganglionnaire est à proscrire. Le picking ganglionnaire, ça veut dire qu'on choisit, en péropératoire, on choisit quelques ganglions pour l'extemporanéité. C'est à proscrire maintenant. Alors, l'intérêt, comme je viens de le dire, de ce curage reste controversé, et surtout en absence de ganglions palpables. Donc, parce que la chirurgie du curage, il augmente la morbidité, ça c'est confirmé dans plusieurs études. Il entraîne une réduction considérable des récidives locales, en comparaison avec le cas où on réalise une thyroïdectomie totale seule. Il permet une meilleure stadification, et cette stadification, il nous permet de sélectionner correctement les malades à confier à nos confrères de médecine nucléaire. Il y a 4 consensus à travers le monde. Il y a les Européens qui le curage permet d'établir le staging correct de la maladie et il guide le traitement complémentaire. Donc le curage n'est pas systématique chez eux. Le consensus britannique, ils choisissent en ciblant les hommes, le sexe masculin, l'âge supérieur à 45 ans et les tumeurs dont le diamètre est supérieur à 4 cm, l'extension capsulaire bien sûr. Le consensus américain, ils sont plus attentifs, ils ne pratiquent pas de curage ni de thyroïdectomie totale, ils ne le pratiquent que si on est en présence d'un stade 3 ou T4, alors que les Asiatiques, ils sont agressifs dans toute type de chirurgie. Ce n'est pas que la thyroïde, mais même dans les autres organes, ils sont agressifs et il est systématiquement recommandé. Alors, l'apparition d'un ganglion qui est positif sur le pronostic, c'est sûr que l'impact sur la récidive locorégionale, dans 50% des cas, ça récidive. La mortalité est multipliée par 2 en cas de ganglion positif. Et d'après la longue série de l'Indurion de 5554 cas, il a un impact sur le traitement adjuvant, il a un impact sur la surveillance qui doit être prolongée. Et il faut savoir que ce pronostic est fonction du stade, la taille, l'âge et le nombre de ganglions et le siège de ces ganglions. Savoir que le siège médiastinal est un mauvais pronostic. Les bases anatomiques de la prise en charge chirurgicale de cette atteinte ganglionnaire, surtout c'est la classification de Robin. Et je vous ai mis ici seulement le compartiment central parce que c'est le premier à être atteint. Et c'est le plus souvent qui est atteint et qui est sur le segment 6, ici. C'est en avant de la trachée, le segment supérieur et l'inférieur. Donc c'est le segment 6, on appelle le segment central. Les autres, c'est le segment latéral. Donc c'est la classification de Robin et qui va nous aider à poser nos indications chirurgicales dans ces curages. L'évaluation ganglionnaire, c'est l'échographie, c'est un examen qui est peu fiable, surtout pour les ganglions profonds et surtout les ganglions rétrosternales. Donc l'échographie a une sensibilité très faible. C'est pour cela qu'on passe à la TDM et l'IRM, surtout pour les compartiments latéraux. Et parfois, on peut s'aider par le PET scan qui va nous être d'une grande utilité pour bien localiser les ganglions qui fixent. Le staging ganglionnaire préopératoire, voilà. Je ne veux pas être répétitif, c'est l'échographie qui va nous dicter les signes majeurs et les signes mineurs. La cytoponction écho-guidée, proposée lors de la découverte
d'un ganglion suspect à l'échographie, le dosage de la thyroglobuline in situ. Le professeur Bouldous a tout à l'heure précisé les modalités et je précise toujours qu'il n'a pas de valeur que s'il est positif. La TDM, jamais de première intention. Elle est faite lorsqu'on suspecte une extension médiastinale, la recherche de métastase. Il faut savoir qu'il y a un problème de contraste avec lorsqu'on injecte les produits iodés. Et le contraste, ça va se faire lorsqu'on décide de faire un traitement adjuvant à l'iode. Désolé pour cet arrangement. Elle est réalisée l'augmentation du taux de la thyroglobuline et une échographie cervicale qui est normale. Donc, on peut être demandeur de ces deux examens qui sont un peu onéreux malheureusement pour le malade. Alors, les facteurs prédictifs de l'atteinte ganglionnaire centrale, tout ça ce sont des efforts à faire pour bien guider le geste chirurgical ganglionnaire. Il faut savoir que l'âge, le sexe, la taille tumorale du nodule thyroïdien lorsqu'il est supérieur à 1 cm, c'est un facteur prédictif. La taille et le nombre des ganglions aussi, pas de consensus, mais il faut faire attention en cas de la multiplication de ces nodules. L'invasion capsulaire est aussi un facteur de mauvais pronostic. Je suis vraiment désolé, je ne sais pas ce qui se passe. Voilà, là. Docteur Dali, vous avez encore 2 minutes, s'il vous plaît. زيد قول لي زيد هادي زيد ها صافي يمشي. Alors, d'autres facteurs prédictifs, c'est l'invasion capsulaire. C'est un haut risque de récidive. L'extension extrathyroïdienne, c'est un risque d'atteinte ganglionnaire et de l'apparition de métastases. Et la bilatéralité des ganglions, c'est un facteur aussi de mauvais pronostic pour conclure que l'association de plusieurs de ces facteurs incite beaucoup d'auteurs à pratiquer le curage central prophylactique dont on verra les avantages. Les types de la chirurgie ganglionnaire, 2 types de curage, celui de principe et celui de nécessité. Le principe, c'est-à-dire la première intention, sans avoir de preuve d'atteinte ganglionnaire. Lorsqu'on présente un nodule thyroïdien malin, on pratique le curage, c'est un curage de principe, et parfois de nécessité lorsqu'on a une preuve histologique et radiologique en préopératoire que c'est un néo. Donc il peut être central, contralatéral, étendu, uni ou bilatéral. Aïe, aïe, aïe. Le picking et l'exploration chirurgicale sont à proscrire. Ce sont des gestes agressifs et inutiles. Et on peut s'aider parfois d'une adénectomie, l'ablation d'un ganglion avec une extemporanée. La technique de ganglion sentinelle, c'est une technique plus ou moins récente. C'est depuis les années 2000. Son but est d'éviter la morbidité du curage et consiste à l'injection extrathyroïdienne du côté du nodule d'une substance radicoloïde le jour même de l'intervention, repérage du ganglion par gamma caméra. Et d'un appareil générateur portable, et tout ça c'est en préopératoire, à coût ouvert. Il ne doit être réalisé que chez les patients N+, à l'échographie. Les types du curage, il y a les... Ça s'accélère.
Voilà. Les types de curage, il y en a plusieurs. Le central, c'est le plus fréquent. Évidemment, ça intéresse le segment 6, comme je viens de le dire. Donc, voilà. Il est central, il peut être bilatéral. C'est un évidement, il peut être étendu, rétropharyngé ou rétroœsophagien. Et parfois, il intéresse la partie supérieure du médiastin. Il est souvent réalisé par la même incision de la thyroïdectomie. Les nerfs récurrents doivent être détournés et la parathyroïde inférieure doit être disséquée et réimplantée. Vous voyez ici, c'est la trachée, ici, c'est la carotide. Vous voyez qu'elle est complètement dénudée. Elle est bien nette, ça veut dire que le tissu, la plaque tissulaire ici qui couvre, elle est enlevée. Et ça, c'est ce qu'on appelle le curage central. Il faut identifier le... Non. Pour le latéral, c'est un peu agressif. كنت على سوري ايوا انا ما عرفتش اخويا ما عرفتش سنترال لا مازال. Docteur Dali, nous avons encore 2 minutes, s'il vous plaît, pour pouvoir respecter le programme. Je sais que هذا المشكل ديال المشاكل. Voilà. Pour le latéral, il consiste à l'évidement du segment 4 à 5. Donc ce sont les latéraux. Il ne se conçoit que si l'évidement central a été fait. L'incision, elle est un peu qui pose des problèmes. Soit il peut être en J ou bien celui de McFay. D'accord ? Donc, le souci il est esthétique de morbidité. Il est recommandé de ne faire ce type de curage que lorsqu'on est présence d'une volumineuse adénopathie, avec rupture capsulaire massive ou envahissement des structures de voisinage. L'évidement du secteur 7, c'est encore plus agressif. Et vous voyez ici, sur une pièce autopsique, que le secteur 7 il est profond. Elle est intrathoracique, donc c'est plus dangereux à disséquer et à opérer. Et c'est pour cela qu'il faut identifier avec prudence le groupe qui va nécessiter ce curage. C'est le carcinome localement avancé, présence de ganglions cervicales cliniques inéo bilatérales, l'existence de métaganglions de la région 7. L'indication... Arguments qui sont en faveur d'un curage central prophylactique. Ça, c'est très important. C'est surtout l'incidence. Plus de 50% des patients ont une atteinte ganglionnaire. L'échographie incertaine dans 90% des cas, car les métastases ganglionnaires sont microscopiques. Et dans 65% des patients, à l'écho devient N+, lors d'un curage prophylactique. Il était négatif, puis lorsque l'anatomie définitive, il devient N+. Les récidives locorégionales sont fréquentes en cas de carcinome de curage central prophylactique. La morbidité de la réintervention chirurgicales, surtout récurrentielles et parathyroïdiennes, sont augmentées. C'est pour cela qui nous pousse à faire ce curage prophylactique. L'intérêt que la thyroglobine voit son taux diminuer après le curage et nous permet un staging plus précis pour instaurer un traitement adjuvant. Et tous ces éléments cités nous poussent à réaliser de plus en plus de curage prophylactique. Pour l'évidement central, c'est par voie classique. Arrête. Pour l'évidement latéral, c'est en cas d'atteinte centrale clinique, comme je viens de dire. L'agressivité des tumeurs T3 et T4 pour les Américains, l'âge supérieur à 55 ans, l'extension extracapsulaire et l'atteinte du compartiment central.
La morbidité du curage, très important, c'est un facteur très important à étudier. C'est l'atteinte récurrentielle, les lésions des parathyroïdes. Il faut savoir que ce sont la morbidité, il est opérateur dépendant. Le matériel est utilisé surtout le bistouri électrique, les neurostimulations. L'étendue du curage et le timing du curage. En péropératoire, ça entraîne moins de morbidité qu'en post-opératoire en cas de reprise. Alors, l'hypoparathyroïdie, il peut être transitoire ou définitive. Sa fréquence est presque multipliée par 2 lorsque la thyroïdectomie est associée à un curage surtout le latéral, plus ou moins étendu. En cas de reprise chirurgicale, le taux d'une hypoparathyroïdie peut se voir jusqu'à 30% des malades et d'une façon définitive dans 5% des cas, ce qui induit l'intérêt du curage prophylactique. Donc, comme prévention, faire des hémostases électives et pratiquer de plus en plus des réimplantations des parathyroïdes et surtout les inférieurs. Je vais vous en montrer. Voilà. Là, ça, c'est le parathyroïde supérieur et là, l'inférieur. La parathyroïde qui garde la vascularisation parathyroïde supérieure. Par contre, l'inférieur qui est là, souvent sa vascularisation est endommagée lorsqu'on fait un curage. C'est pour cela qu'il faut la réimplanter souvent. Alors, vous voyez que les différentes séries, je passe, là, il peut être définitive, je passe. Je vais être rapide, madame. Alors, la paralysie récurrentielle, c'est une morbidité à prendre en considération. Elle est surtout l'utilisation des monitoring de bistouri. Voilà le type de bistouri qu'il faut utiliser pour la chirurgie thyroïdienne. C'est vrai que c'est cher, mais il faut l'avoir pour avoir des bons résultats. Donc, il est recommandé d'aviser tout patient devant bénéficier d'un curage ganglionnaire de ses complications potentielles. Voilà. Toujours les mêmes, il peut être transitoire ou définitif. Un cas particulier, c'est le traitement des métastases. Lorsqu'il existe, ils sont osseuses ou pulmonaires. Le traitement de référence est l'iode radioactif. La chirurgie peut être utilisée pour réséquer une métastase osseuse après discussion en RCP, vertébrale surtout externale. On en a vu pas mal. L'exercice chirurgical des métastases pulmonaires n'a pas d'indication. La radiothérapie a souvent pratiqué un but ontalgique, surtout pour l'atteinte rachidienne. Et la radiothérapie stéréotaxique est utilisée pour les métastases cérébrales, rarement pulmonaires, qui sont l'indication d'une thérapie ciblée. Les récidives, elles se voient dans 20% des cas. L'intérêt d'un PET scan, il est recommandé de ne rien faire si l'imagerie complète est négative, car les complications sont fréquentes, surtout si le curage initial a été réalisé. Donc refaire le dosage de la thyroglobuline dans 3 mois. L'utilité d'un monitorage en cas de reprise chirurgicale et une thérapie peut être envisagée. Et il faut savoir que même après cette tentative thérapeutique, d'autres récidives peuvent apparaître ultérieurement, ce qui induit une surveillance rigoureuse et prolongée. Des cas particuliers, la grossesse. Si la chirurgie est obligatoirement indiquée, il ne doit se faire qu'à partir du 2e trimestre. D'accord ? Surtout lorsqu'on a un ganglion fortement suspect. Sinon, on décale toute la chirurgie après l'accouchement. La grossesse est à éviter au moins 6 mois en post-opératoire. Un cas particulier, c'est le microcarcinome, qui est heureusement le plus fréquent. Pour les Américains, c'est le bon ismoctovien avec une surveillance. Pour chez nous, c'est un thyroïdectomie totale avec surveillance. La surveillance, elle a plusieurs objectifs. Le bilan est immédiat, soit post-opératoire. Et je vais vous montrer, pardon pour la surveillance, je reviens. Voilà, c'est un malade que j'opérais, que le docteur Sahel connaît. C'est un carcinome, il est perdu de vue. Et puis il est réapparu 2 ans après avec cette récidive locale. Vous voyez ici, c'est la veine jugulaire interne. Donc on était obligé, l'intervention de réséquer tout en masse avec résection de même la veine jugulaire, parce que c'est un malade qu'on a perdu de vue, sans aucun traitement adjuvant, sans rien du tout. La surveillance toujours. Et il faut savoir qu'en absence de remission, ça permet de dire est-ce qu'on est en rémission complète ou non. Et en absence de rémission, je reviens à la décision de RCP, soit chirurgie, soit irradiathérapie. Donc les suivis
est à vie, proportionnel au pronostic, il doit être assuré par l'endocrinologue traitant parce que c'est lui qui maîtrise le mieux. Voilà un arbre décisionnel pour la prise de ces cancers des thyroïdiens. Et vous voyez qu'il y a plusieurs cas, plusieurs tableaux, ce qui prouve la difficulté de ces prises en charge. C'est pour cela que l'RCP est très importante. Pour conclure, que dire que c'est une pathologie de plus en plus fréquente, insister sur la multidisciplinarité de la prise en charge, l'intérêt de l'échographie, la thyroïdectomie totale reste le moyen le plus pratiqué pour ces cancers, pas de consensus. La découverte post-opératoire de carcinome n'est pas définitive. La fréquence des ganglions positifs, la morbidité élevée des reprises chirurgicales, la possession d'un bon staging définitif, un suivi correct, difficile à instaurer, nous pousse et nous encourage à réaliser une thyroïdectomie totale et un curage prophylaxique dans la prise en charge chirurgicale pour tout cancer de la thyroïde diagnostiqué en péropératoire. Je vous remercie.